Alors, comment on fait pour communiquer dans l'économie de ces deux zones? Très bien. C'est fait exprès pour que justement ces deux zones dites monétaires, pour qu'il n'y ait pas justement commerce entre les Africains. Tout le monde sait, mais au niveau de la métropole, c'est-à-dire au niveau de la France. Alors, donc, si je vais changer, si je veux aller au Sénégal et j'ai des francs CFA de l'Afrique, de la BAC, ici c'est écrit BCAO, comment je fais pour utiliser mes CFA dans la zone BCAO? C'est-à-dire que vous dites que vous avez un billet franc CFA mis BAC. C'est ça? Ça, c'est BCAO. Bon, donc on va prendre. Vous avez un billet BCAO. Oui. Et je veux aller dans la zone BAC. Et vous allez dans la zone BAC. Avec mon billet. Eh bien, quand vous allez là-bas, vous n'allez pas directement sur le marché. Non. Je fais quoi? Vous allez partir dans une banque pour pouvoir faire le change. Et le change sera, si j'ai 1000 francs, fait. On me donnera 1000 francs de là-bas ou bien on me prendra des frais? Voilà, on vous donnera 1000 francs de là-bas. Ah, et puis on va prendre des frais, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, prenons un cas comme les pays de la zone euro. Faciliter les échanges commerciaux. Ouais. Ici, ce n'est pas possible. Le citoyen lambda est le plus souvent, Dieu seul sait quel est le taux d'analphabétisme élevé. Il a son argent, il va au marché, il ne peut pas utiliser. Il faut qu'il aille à la banque. Et pourtant, on dit que nous sommes dans la même zone monétaire. C'est ça. Et le résultat, c'est que les échanges intra-zones, c'est-à-dire les échanges entre les Africains de l'Ouest et les Africains de l'Occident, le taux d'échange est autour de 15 à maximum 20%. Parce qu'il n'y a pas de communication commerciale. Parce qu'il y a cloisonnement, parce que la monnaie est au cœur des échanges commerciaux. Et c'était justement pour empêcher que les Africains commercent entre eux. C'est ça qu'il faut retenir. Bien. Donc ici, le principe de la libre convertibilité. On vient de dire, 1, le franc CFA n'est pas convertible. 2, les francs CFA de la BAC et de la BCAO ne sont pas interchangeables. 3, un élément très important, il faut retenir, c'est que, mais puisqu'il en est question, on peut se poser la question, mais pourquoi, malgré ça, on parle du principe de la libre convertibilité? Eh bien, comme je viens de le dire, le principe dit aux Africains, apportez-nous toutes les devises du monde entier que vous allez trouver. Nous pouvons convertir en euros. Voilà. En fait, le fond du problème, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause de la France. C'est-à-dire, lorsque vous obtenez la monnaie des autres, c'est parce que vous avez vendu un produit, n'est-ce pas? Exemple, le paysan, la Côte d'Ivoire, tu vas vendre le café. Eh bien, aux Américains, les Américains prennent le café et en contrepartie donnent les dollars, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, il y a une contrepartie. Dans ce cas précis, eh bien, la France va récupérer les dollars. Et va convertir, va donner les CFA. Okay. Sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, on fait comprendre aux Africains que la France peut convertir de façon illimitée tous les francs CFA que les Africains vont présenter à la France. Ils peuvent convertir ça en euros. Ce qui est faux. Pourquoi? Et ça, il faut que les Africains le sachent. La France n'a pas le pouvoir de produire, de fabriquer, de créer des zéros. Les euros, l'euro, monnaie européenne, les zéros se produisent à Francfort, en Allemagne. Donc aucun pays, je dis bien aucun pays de la zone euro
n'a le pouvoir de créer sur son sol les zéros en dehors de l'Allemagne. Si tu veux dire, si les pays africains présentaient à la France, par exemple, en arrondissant 656 000 milliards de francs CFA, je dis France, voilà, il faut nous donner l'équivalent. L'équivalent, c'est 1000 milliards d'euros. Il faut nous donner ça, il faut convertir. Objectivement, scientifiquement, la France ne peut pas. Pourquoi? Parce que la France, même si elle le voulait, n'a pas ce pouvoir de produire de zéro. Et pourtant, les Africains sont toujours amassés derrière elle. C'est ce qu'on appelle de la niaiserie, de la naïveté. C'est l'immaturité. Tout est ouvert, tout est connu. Et on est toujours derrière quelqu'un qui est le bourreau sempiternel. C'est ça la triste réalité. Bien. Donc, vous voyez bien le principe de la libre convertibilité. C'est ça. C'est-à-dire que la France a trouvé cette technique pour amasser les richesses des pays africains. Puis eux, ils sont là. Puis ils apportent les devises. Est-ce que c'est par peur de représailles ou bien par complicité ou par amour que les Africains le font? Voilà, nous allons être positifs et dire ce n'est pas par complicité. Je dirais oui et non, mais je veux dire nous allons être positifs pour dire que c'est le système qui est comme ça, c'est un système colonial. Prenons des jeunes, comme par exemple le président du Sénégal, en la personne du président Macky Sall. Macky Sall réunit ces deux critères. Il est né après l'indépendance politique. Donc il reprend la nouvelle génération. Deuxièmement, il a été élu démocratiquement. Donc il porte tout l'espoir des Sénégalais, surtout des jeunes. Mais il est rattrapé par la triste réalité dont il a hérité, le franc CFA. Il voudrait faire beaucoup de choses. Comme tout chef d'État africain. On ne peut pas dire qu'il est complice, non. Mais c'est un système. Mais comment... Ce qui veut dire que s'il va contre la France, d'une manière, il va perdre le pouvoir. Donc il est obligé de composer avec. Parce que c'est le système français qui est là. C'est-à-dire qu'initialement, quand on a commencé le combat, on a commencé à taper sur les chefs d'État africains, mais on s'est rendu compte que on faisait fausse route. C'est le système qu'il faut combattre. Parce que ce soit vous, que ce soit lui, que ce soit moi, on dit, bon, ce président ne vaut rien, je me mets là. Mais une fois que vous avez pris le pouvoir... Vous rentrez dans le même système. Vous êtes dans le système. Donc en fait, c'est une véritable camisole de force. Voilà, c'est ça. Donc, il faut s'attaquer à la racine du mal. C'est le système. Il n'existe pas sur la Terre un seul système qui est comme ça. C'est la France qui a réussi ce système. Donc, si on a pris conscience, on est capable de mener le combat. Bien. Ça, ce sont quelques éléments que nous pouvons dire sur le principe de la libre convertibilité. Il y a beaucoup à dire. Maintenant, nous allons dire, si vous me le permettez, dire quelques mots sur le principe de la fixité des parités. Ça veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Lorsque je prends 1 euro, j'aurai toujours et toujours 655,957 francs CFA. C'est fixe. C'est ce qu'on appelle le principe de la fixité. On va arrondir 656 francs pour dans un but de commodité. Bien. Donc celui qui veut avoir accès à 1 euro, il est obligé de donner 656 francs CFA. C'est ça qu'on appelle un principe de fixité. Ça ne varie pas. Ce n'est pas comme le dollar où le taux de change varie. Bien. Les Africains ont dit que c'était une bonne chose pour eux. On leur a fait comprendre ça. Le taux de change est fixe. Nous disons non. Parce qu'il y a plusieurs inconvénients parmi lesquels nous pouvons citer ceci. 1. Lorsque vous êtes dans un système
de change fixe comme celui-là, vous voyez bien que vous êtes dépouillé de ce qu'on appelle l'arme monétaire. Je m'explique. Un pays, à tout moment, peut réévaluer ou réévaluer sa monnaie à tout moment pour se protéger. Pour mieux nous faire comprendre, prenons le cas des États-Unis d'Amérique. Lorsque les États-Unis d'Amérique ont connu ce problème de 11 septembre 2001, l'économie a commencé à vaciller. Et les Américains ont réfléchi froidement pour dire nous allons prioritairement sauver l'économie, nous allons lutter contre le chômage. Par conséquent, ils ont baissé la valeur du dollar. Ils ont décidé de dévaluer leur monnaie. Voilà, par rapport à l'euro. Du coup, l'euro s'est retrouvé renforcé. On dit l'euro est plus fort que le dollar. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient pour les Américains, non, pour les Européens, c'est que les produits sont devenus trop chers là-bas. Je m'explique. Avant que l'euro, quand l'euro a été créé, c'était 1 euro était égal à moins d'un dollar. Bon, maintenant, si on va simplifier en disant que une pomme européenne vaut 1 dollar et on l'exporte aux États-Unis. Si 1 euro égale 1 dollar, c'est que la pomme aussi vaut 1 dollar. Ça va jusque là. Maintenant, deuxième phase, 1 euro égale, la pomme vaut toujours 1 euro, hein? Mais la pomme, puisque 1 euro vaut désormais 1,5 dollars. Ou pour être précis, 1,34 dollars. C'est la même pomme. Or, en face se trouve une autre pomme américaine qui vaut 1 dollar. Eh bien, le consommateur rationnel, il va acheter ce qui est moins cher. Du coup, les pays européens voient leurs produits qui sont devenus trop chers. Les produits ne sont pas achetés. Donc, ils retournent en Europe. Vous voyez? Donc, au moment où les Américains disent, voilà, nous sommes un pays ouvert. Venez vendre chez nous. Nous aussi, on vient vendre chez eux. Eh bien, si l'euro est plus fort que le dollar, ça veut dire que le dollar est plus faible. Eh bien, les Américains viennent, ils vendent en Europe. Ils vendent moins cher. Ils vendent moins cher. Moins cher que les autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme monétaire. Okay. Bien. Nous, on n'a pas ce pouvoir-là. On ne peut pas dévaluer, on ne peut pas réévaluer, on ne peut pas... On dit que c'est toujours fixe. Donc, du coup, on perd des parts de marché. Nos produits deviennent trop chers. On dit qu'ils ne sont pas compétitifs. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient majeur, et ça tout le monde peut le comprendre, imaginez un seul instant. Je dis bien imaginez un seul instant. Les pays africains exportent vers l'Amérique et ils ont une recette de 1,5 milliard de dollars. Bien. Si 1 euro égale 1 dollar, la recette aussi égale 1,5 milliard d'euros. Non, d'euros. Puisque la recette se fait en dollars. Ouais. Ça va jusque-là. Yeah. Mais pour qu'on soit dans la réalité, on va prendre l'exemple de 1,3. Donc on va dire, ils ont fait une recette de 1,3 milliard de dollars. Bien. Si 1 euro égale 1 dollar, c'est que la recette est aussi égale 1,3 milliard d'euros. Dans le cas précis, l'euro est devenu fort. 1 euro égale 1,3. Donc, la recette de 1,3 milliard de dollars divisé par 1,3, ça devient 1 milliard d'euros. Vous avez compris? Si vous voulez, je reprends. Hein. S'il vous plaît, expliquez encore un peu plus dans les détails pour que les citoyens lambda comprennent. C'est-à-dire la recette de 1,3 milliard de dollars
eh bien, converti en euros, eh bien, pour trouver en euros, il suffit simplement de diviser par 1,3, puisque 1 euro égale 1,3 dollars. Donc, en divisant par 1,3, eh bien, on obtient une recette de 1 milliard d'euros. Les 300 millions de dollars sont perdus. Oui. Juste dans la convertibilité, voilà. sans avoir fait quoi que ce soit. Voilà. Et donc, les 300 millions de dollars sont allés dans la caisse. Enfin, ils ne sont pas perdus, ils sont allés dans la caisse de la France. Non, c'est perdu. Perdu dans la nature. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les pertes d'échange. D'accord, ok. Alors, quand vous multipliez 300 millions de dollars, si un dollar vaut 400 francs CFA, vous voyez là, 3 fois 4, ça fait 12. Ouais. Ça fait plus de 1 milliard 200 millions de dollars. Et de francs CFA qu'on a perdu. Et quand vous divisez ça par le nombre de 100 000 francs CFA pour que gagne chacun, vous voyez le nombre de personnes qui se sont affamées. C'est ça. Donc, vous voyez bien que ce que je suis en train de dire, le fait d'avoir une monnaie dite forte, non seulement ça nous rend moins compétitifs, mais pendant la conversion, on perd de l'argent. Voilà. Ça, c'est déjà un élément très important. Il y en a qui disent, oui, quand on a une monnaie forte, eh bien, ça nous permet de nous développer très vite. Ça aussi, c'est faux. C'est faux, pourquoi? Il vous suffit simplement d'aller sur Internet et d'ouvrir les yeux et vous allez regarder. Je prendrai 4 exemples. Ici et maintenant où je vous parle. Pour avoir 1 euro, la Corée du Sud donne 1500 won. Won, c'est la monnaie de la Corée du Sud. Au moment où le Burkinabé donne 656 francs CFA. Dernier. Au moment où le Mali, le Niger, qui sont au bas de l'échelle, donnent 656 francs. Ça veut dire que la monnaie de la Corée du Sud est 2 fois plus faible que le franc CFA. Mais quel est le revenu par habitant d'un Sud-Coréen? Je rappelle que le Sud-Coréen avait en 1960 690 dollars. C'est-à-dire que c'était le revenu par habitant. Or, à l'instant où nous parlons, eh bien, le Sud-Coréen a 32 000 dollars par an. 32 000. De 690, ils sont passés à 32 000. Et l'Africain... Et pourtant, la monnaie est 2 fois plus faible. Et l'Africain, quel est le revenu par habitant? Eh bien, en moyenne, c'est 1200. Un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est 1700. Mais on va être gentil, on va dire 2000. Parce qu'il y en a qui aiment toujours pinailler pour rien. Vous voyez? Centrafrique, qui en 1960 avait 800 dollars. Aujourd'hui, c'est 760. Francs CFA. Non, dollars. Dollars, 760 dollars par an. Or, en 1960, Centrafrique était devant. Puis c'est devant la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'était 690. Est-ce qu'on a progressé ou on régresse? On régresse gravement. Donc, c'est ça. Donc, je disais que j'ai pris le premier cas, c'est la Corée du Sud. Deuxième exemple, c'est l'Indonésie. Pour avoir un seul euro, l'Indonésie donne 16 500 roupies. Bien sûr, les choses peuvent changer de gauche à droite, mais on reste toujours dans cette variante-là. C'est-à-dire, la roupie de l'Indonésie est 25 fois plus faible que le franc CFA. Mais quel est le revenu par habitant de l'Indonésie? C'est 5100 dollars. 5100. Au moment où, en moyenne, c'est pour nous 1000 et 1200. Troisième exemple, c'est le Vietnam. Le Vietnam, rappelons-le, qui a connu plus de 10 ans de guerre contre les États-Unis d'Amérique. Eh bien, pour avoir un seul euro, le Vietnamien donne 29 000 dong. Dong, c'est la monnaie de la Corée du Vietnam. Est-ce que ce sont les Vietnamiens qui meurent de faim? Non. Parce que le deuxième pays exportateur mondial du riz, c'est le Vietnam. Le deuxième pays exportateur mondial du riz dans le monde entier, c'est le Vietnam. Malgré
un taux d'échange astronomique comme ça. Et enfin, le dernier exemple, c'est l'Iran. Pour avoir un seul euro, l'Iran donne, notez-le, 35 000 rials. Rial, c'est la monnaie de l'Iran. Pourtant, l'Iran fait peur aux Occidentaux. Aux Occidentaux en général. Le revenu par habitant de l'Iran, c'est 13 100. 13 100. Qui n'a rien à voir avec les 2000 et les 1500. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On peut tirer beaucoup de leçons, mais c'est pour dire que lorsque vous avez votre propre monnaie, vous faites travailler la population. Et c'est la force de travail. La force de travail de ces populations, c'est ça qui génère la richesse. Quand vous travaillez pour les autres, eh bien, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, vous serez toujours pauvre parce que vous travaillez pour les autres. Autre chose dans cet exemple, imaginez un seul instant, vous êtes en Iran, vous avez 35 millions de rials, 35 millions de rials. Et vous dites, je prends les 35 millions et je viens en France. Arrivé ici en France, on va vous donner 1000 euros. Puis chez 1 euro, c'est 35 000. Quand on vous donne 1000 euros, vous êtes ici en dessous du SMIC, où le SMIC est de 1400. Avec 1400, avec 1000 euros. Si vous payez le studio à 700 euros, il vous reste 300. Est-ce que vous allez bien vivre? Vous ne pouvez pas vivre. Donc l'Iranien a un intérêt objectif à garder l'argent chez lui. C'est comme quelqu'un qui est ici, il dit, j'ai 1000 euros par mois. Et arrivé en Côte d'Ivoire, par exemple, la conversion, ça donne 656 000 francs CFA. Lui, et ici, naïvement, va croire que lui et celui qui est en Côte d'Ivoire, ils ont le même niveau de vie. C'est pas vrai. Celui qui a 650 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, mais c'est pas n'importe qui. Il a une grosse villa, il a la grande famille, il a tout. 656 000. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme. Mais quand il vient ici, ça fait 1000 euros. Et 1000 euros. C'est ce qu'on appelle la parité de pouvoir d'achat. Ce n'est pas la même chose. Donc, à travers ces taux d'échange astronomiques que je viens de citer, c'est une technique mise en place pour la lutte contre l'exode des capitaux. La fuite des capitaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis celui n'a aucun intérêt objectif à faire fuir. Celui qui a 656 000 francs CFA en Côte d'Ivoire, qui vit très bien là-bas. Très bien là-bas, il n'y a pas intérêt à venir ici. Il arrive ici, on lui donne 1000 euros. Il n'a aucun intérêt. Mais il a un intérêt objectif à retourner en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas le même pouvoir d'achat. Je prends un seul ananas, et je prends 1 euro, ça me donne un seul ananas. J'arrive en Côte d'Ivoire, je donne le même euro. Ça me donne 656 francs CFA. J'ai 13 ananas. C'est ça le pouvoir d'achat. Donc, vous voyez bien que, à travers tout ce système, bon, ensuite, il y a tellement de choses parce que pour chaque principe, on peut donner à un étudiant, on dit voilà, tel principe, il faut faire ta thèse. Un seul principe. Il peut écrire 100 pages, 200 pages, 300 pages. Parce qu'il y a tellement à dire. Donc, si vous voulez, puisque le temps est limité, hein, on va peut-être dire un mot sur ce qu'on pourrait appeler la libre transférabilité. La libre transférabilité, c'est quoi? Ça veut dire, n'oublions pas que tous ces principes ont été conçus à l'époque coloniale. Hein. Ils ont fait, ça veut dire que celui qui réalise des bénéfices dans la zone franc CFA, il est autorisé à les transférer librement. À les transférer librement de la zone franc CFA africaine vers la France, pour enrichir la France. Donc librement pour aller enrichir la France. Voilà. Et c'est ça, c'est ce territoire que nous avons. Voilà pourquoi non seulement les étrangers qui investissent en Afrique francophone rapatrient sans limite tous leurs bénéfices, mais mieux, ou du moins pire, tous ceux qui sont les autochtones, ils transfèrent l'argent comme ça.
C'est une question Ouais. de mentalité aujourd'hui. Mais c'est une culture que nous avons eue. Voilà, justement, donc c'est ce que j'appelle des attaques, des attaques violentes. Donc, la question, c'est de dire quels sont les inconvénients. Prenons des exemples concrets pour que les uns et les autres puissent comprendre. Nous sommes sur le même continent avec les pays du Maghreb, au Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Dans ces pays-là, précisément au Maroc, quand vous êtes au Maroc, vous pouvez recevoir l'argent en provenant de l'étranger. Mais du Maroc, vous ne pouvez pas exporter les capitaux. Vous ne pouvez pas faire sortir l'argent. Est-ce que le Maroc se porte mal? Non, du tout. Même ici en France, vous avez vu avec le problème des Cahuzac et tout ça. Quand vous faites fuir les capitaux, si on vous attrape, ce sont des grosses amendes. Or, dans la zone franc CFA, eh bien, c'est un transfert libre. C'est ce qu'on appelle la légalisation de la fuite des capitaux. On a légalisé ça, c'est légal. Ce qui est illégal dans d'autres pays est Voilà, légal surtout en France. Ouais. Quelles sont les conséquences? Dans ce contexte-là, il est impossible de constituer une épargne nationale, encore moins une épargne continentale, puisque c'est comme, on prend un récipient comme par exemple une bouteille qui est percée et on met de l'eau dedans, ça ne peut jamais se remplir. Donc, il est impossible de constituer une épargne. Une épargne nationale. Si vous ne constituez pas l'épargne, ça veut dire, quel que soit celui qui vient tout naturellement au pouvoir, puisqu'il n'y a pas d'épargne, eh bien, le chemin qui reste, c'est aller tout simplement s'endetter à l'extérieur. Malgré le fait qu'il y a d'énormes capitaux qui s'entassent en France. Donc, il faut ces aller pays africains. s'endetter. Or, si on s'endette, c'est bien en devise. Oui. Ça arrange qui? Ça rentre la France. Ça rentre dans la main de la poche. Et quand on paye avec ce qu'on a eu là-bas. Donc, c'est un système savamment élaboré à l'époque coloniale et qui se perpétue pour justement perpétuer en douceur la colonisation, à l'insu des Africains qui sont colonisés, mais qui ne savent pas. Donc, dans ces conditions-là, je disais, il est impossible de construire une épargne. Dans ces conditions-là, c'est le recours à l'endettement extérieur, avec ce que ça engendre comme conséquence. Dans ces conditions-là, il est difficile de favoriser l'émergence d'une classe d'hommes et de femmes d'affaires capables de porter l'économie nationale. Quand bien même on dit que les pays africains sont émergents dans 10 ans. Ça, c'est autre chose. Parce que nous, on est là de façon très sérieuse. Le problème est gravissime. Parce que le mot émergent, tout ça, si vous voulez, on peut revenir dessus par la suite. Mais nous sommes en train d'expliquer les choses graves pour dire, puisque vous n'avez pas d'épargne, vous êtes obligé de vous entêter. Parce que vous n'avez pas la monnaie. Est-ce que vous pouvez favoriser l'émergence des femmes et des hommes d'affaires? Non, parce que quand on parle de microcrédits, pour donner des crédits bancaires aux gens, ça veut dire que vous maîtrisez la banque. Or là, on s'en va mendier pour venir distribuer un peu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas grandir. Et puisque vous êtes dépouillé justement de l'arme financière, eh bien, il y a une justification programmée et une légalisation de ce qu'on appelle l'arrivée des investisseurs étrangers, qui, quand ils viennent, ils créent leur entreprise. Or, dans tous les pays du monde, un chef d'entreprise est toujours en position de domination. Et le salarié en situation de subordination. Parce que c'est ça le salarié. Le salarié se met dans une situation de subordination à son employeur. Exact. Donc, quand eux, ils viennent avec leurs capitaux, c'est eux qui s'approprient l'économie nationale. Et ceux qui ont trouvé ça, ils deviennent des simples salariés, mal payés, en tout cas sous-payés.
à qui on donne juste des miettes pour reproduire leur force de travail. Et ça s'arrête là, tel qu'ils ne se révoltent pas. Mais ils ne maîtrisaient rien. Et c'est fait exprès. Voilà le système. Bien. Quand on parle de la libre transférabilité des capitaux, vous comprenez, je crois qu'on peut faire beaucoup de dissertations. Donc, la question qu'on peut se poser, après avoir fait rapidement, après avoir survolé, j'insiste sur le mot survolé, tous ces quatre principes, parce que là, ça consiste ce qu'on appelle un système. Un système, c'est quoi par définition? C'est un ensemble d'éléments liés les uns aux autres et qui concourent tous vers un même objectif. Exemple, l'entreprise est un système. L'objectif final, c'est de s'enrichir, c'est de faire des bénéfices. Ici, le système, c'est d'enrichir la France. Et on met des pions qui doivent agir dans le sens de la France. De l'intérêt de la France. Celui qui veut aller à contre-courant, il sera dégommé, parce qu'il veut perturber le système. La question centrale, après avoir fait un bref diagnostic, c'est de dire, on fait quoi? Et justement, quelle est la solution? Parce qu'aujourd'hui, vous avez cerné le problème, vous êtes vraiment là, vous êtes un expert dans la situation, vous avez compris le problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Est-ce qu'il y a possibilité de combattre ce système? Voilà. Pour sortir de là et surtout apporter des solutions viables pour l'Afrique, il faut deux solutions. La première solution, c'est liquider purement simplement le franc CFA et mettre en lieu place la monnaie typiquement africaine. Deuxième solution, c'est la constitutionnalisation de la transformation locale de toutes les matières premières en Afrique. Alors, vous voulez dire qu'il n'y ait plus d'exportation de matières premières, mais que l'on puisse transformer tout ce qui se produit sur le sol africain. Enfin, tout ce qui sort du sol africain puisse être transformé sur le sol africain. Ça doit être transformé en produit fini. Au sol africain, on exporte le produit fini. Voilà. Si on fait ces deux solutions, le visage de l'Afrique va changer complètement. Alors, on va essayer d'expliquer la première solution. La première solution, on bat la monnaie locale. C'est-à-dire, dans ce cas précis, il y a 15 pays d'Afrique qui sont unis autour d'une monnaie coloniale qui leur est nuisible, qui leur est étrangère et étrange. Une fois on a pris conscience de ça, on utilise ça. La question, c'est de dire comment on peut liquider. Cette monnaie, justement, qui est pour liquider cette monnaie, on ne peut pas compter sur les chefs d'État africains parce qu'eux tous se sont enchaînés. Ce sont tous les Africains de cette partie du monde. Les utilisateurs. C'est-à-dire tous les Africains, je dis bien tous les Africains de la zone franc CFA, c'est leur éveil de conscience. C'est ça qui va faire que on va changer cette monnaie. Parce que si vous attendez les chefs d'État, un chef d'État, en principe, il est élu pour 5 ans, 10 ans, etc. Et même s'il doit être là, même à vie, lui n'a aucun intérêt à affronter la France. Sinon, la France va le dégommer. C'est la population qui, comme un seul homme, doit se lever. Ça veut dire qu'un Africain, qu'il soit sur le continent ou en dehors du continent, et surtout ceux qui sont en dehors du continent, c'est à eux de diffuser l'information. Pour dire le mal dont nous souffrons, c'est d'abord l'absence de monnaie. Pourquoi? Parce que la monnaie en soi-même n'est pas une fin en soi. Mais pour mieux comprendre, lorsque vous avez une nouvelle voiture neuve, toutes les pièces sont au grand complet. Mais si vous n'y mettez pas le carburant, la voiture n'ira nulle part. La voiture ne marchera pas. Si c'est une voiture électrique, si vous ne mettez pas l'électricité, la voiture ne marche pas non plus. Donc, il s'agit simplement de comprendre que c'est la monnaie qui est ce qu'on pourrait appeler le carburant. Et c'est ce que, comme on met le carburant dans une voiture qui marche, c'est comme ça, en ayant notre monnaie, nous pouvons faire travailler les Africains. Et c'est leur travail qui va créer des biens et des services qui constituent la richesse.
Donc transformer le cacao chez nous, transformer le café Voilà. chez Non, nous. ça c'est déjà le principe même de pourquoi il faut avoir nous-mêmes notre monnaie. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monnaie? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monnaie? Nous disons, tout comme quand on construit un immeuble, on ne commence pas par le toit. Si on construit une maison, on ne commence pas par le toit. Non. Il y a la fondation. Exact. Donc il y a ce que nous appelons la satisfaction des besoins primaires. Et ces besoins primaires, nous pensons qu'il y en a 13. 13 besoins primaires. D'accord. À savoir, 1, la nourriture. Quand nous disons la nourriture, ça veut dire qu'il faut des industries alimentaires. Il faut asseoir les industries alimentaires. Et quand on dit manger, ce n'est pas seulement les céréales, mais tout ce qui est dans la sauce. Donc que ce soit la viande, que ce soit le poisson, tout ce qui rentre dans la nourriture, on le fait à l'échelle industrielle. Tout ça, ce sont des sources d'argent. Hein. Il est totalement inadmissible qu'un continent richissime comme l'Afrique, les Africains puissent mourir de faim. Et ça ne dérange pas nos chefs d'État africains. C'est ça. Quand on voit les Africains qui désertent l'Afrique et qui s'en vont mourir dans les océans, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? La nourriture. Juste pour la satisfaction des besoins primaires. Or, tout est en Afrique. Il suffit simplement de payer un Africain qui travaille. Mais avec le franc CFA, ce n'est pas possible. Donc, il faut financer la nourriture, c'est-à-dire les besoins, qu'on appelle lever les industries alimentaires, pour qu'on puisse acquérir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est-à-dire être capable de manger, quand on veut, d'abord, ce qu'on veut, quand on veut, en quantité et en qualité. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc, financer l'industrie alimentaire. Deuxièmement, quand vous mangez, vous buvez de l'eau. Donc, il faut de l'eau potable. Or, nous savons très bien qu'il y a une frange très importante de la population africaine qui n'a pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas normal. Or, l'être humain est composé à 70% de l'eau. S'il boit de l'eau non potable, on le tue. Donc, ça fait partie pour nous des besoins primaires. Ensuite, il faut s'habiller. Vous voyez, nous ne cherchons pas des choses compliquées, hein? L'habillement. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous n'allez pas quand même sortir nu. Il faut s'habiller. Or, tout ce qu'il faut pour l'habillement, le coton, ça se trouve en Afrique. Donc, au lieu que des pays comme le Mali, le Burkina, tout ça, aillent vendre les balles de coton, non. On transforme le coton sur place. Il faut des industries de textile. Ouais. Prendre le coton, sortir les habits. Pour que les Africains, non seulement, parce que le plus vaste marché du monde, c'est l'Afrique, à l'an 2050, non seulement puissent s'habiller correctement, mais habiller le monde entier. Habiller le monde entier. Et ça, si on fait ces industries de textiles, mais ça fait beaucoup de choses. Les gens croient que, mais parce que pour avoir l'argent, il y a plusieurs moyens. Donc, il faut l'habillement, les industries de textile. Le quatrième besoin, c'est l'habitat. Il est totalement inadmissible que dans un continent où il y a de l'espace vital, des gens puissent rester dans les taudis, ils puissent vivre vraiment de façon déshonorante pour l'espèce humaine. Or, qui peut construire les logements? Ce sont les Africains eux-mêmes. Il suffit simplement de les payer. Ce ne sont pas les maçons qui manquent. Tous les corps de métier qui se trouvent dans le bâtiment. Il y en a en Afrique. Tout est là. On dit quand le bâtiment va, tout va. Vous êtes dans un bâtiment, vous voyez ce qui se passe. Vous allez prendre les maçons, ils vont lever les murs, vous allez mettre le toit, je n'ai pas su les détails. Ensuite, les peintres, les électriciens, les carreleurs, toute la main-d'œuvre est disponible en Afrique. Elle demande une seule chose, d'être payée. Et être payé dans la monnaie locale, c'est dans l'argent du pays.
C'est pas pour rien que chaque pays a son argent, ce qu'on appelle la monnaie. Chaque pays a sa monnaie, son argent. Parce que ça permet justement, ceux qui dirigent le pays, de faire travailler la population. Et maintenant, dans la maison, là, il faut mettre de l'électricité. C'est ça qui est pour nous les besoins, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie renouvelable et précisément l'énergie solaire. Parce que le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Allemagne va prendre l'énergie solaire en Afrique. Et les Africains sont là. Ils vivent dans le noir, hein. Il y a des délestages. Oui. Donc ça fait partie pour nous, c'est un élément très important. L'avenir de l'humanité, c'est aujourd'hui l'énergie solaire. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de décision politique, de volonté politique. Ensuite, sixième besoin, c'est la santé. Dieu a créé l'homme tel que sa santé est fragile. Donc, puisque nous allons créer des millions de logements, pour ne pas dire des millions de bâtiments, il suffit de prendre quelques bâtiments, en faire des hôpitaux. Et puis faire des centres de soins primaires dans les villages, des dispensaires et des hôpitaux en ville. Et on y affecte tout simplement le personnel soignant, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-infirmiers, les médecins, etc. Pour que l'Afrique, les populations africaines soient soignées décemment. Mais mieux, quand on dit la santé, ça suppose que quand le médecin finit de vous prescrire une ordonnance, il faut aller payer les médicaments. Exact. Quand les médicaments sont produits à l'extérieur, ils coûtent cher. Donc il faut voir, comme font les autres pays comme le Brésil, etc., l'Inde, asseoir les laboratoires pharmaceutiques pour que certains produits, certains médicaments puissent être produits sur le plan local. Mais ils en produisent aussi sur le plan local qu'ils emmènent ici. Hein. Oui, mais ça c'est insignifiant. Mais sur le plan local, parce que tous les médicaments que nous trouvons en pharmacie, c'est à base de l'herbe. Justement, c'est ce que je dis. Donc ils se produisent à base de nos herbes qu'ils emmènent ici. Voilà. Donc nous ne sommes pas dans cette logique où il faut passer tout son temps à accuser l'autre. Non. Nous disons, voilà un système que l'autre a mis en place pour ses intérêts. C'est nous et nous seulement qui voulons ça, ça ne nous arrange pas. Mais pour que l'Africain puisse dire ça ne nous arrange pas, il faut lui expliquer ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc nous sommes toujours sur la santé. Maintenant, quand vous allez voir le médecin, il ne faut pas avoir peur de voir le médecin. Parce que quand vous avez payé le médecin, il faut que vous soyez remboursé. Quand vous payez les médicaments, il faut que vous soyez... D'où la mise en place de la sécurité sociale. Ce n'est pas du mimétisme. Et si on met la sécurité sociale en place, eh bien, la sécurité sociale est rigoureusement gérée en Afrique, serait obligatoirement excédentaire. Pourquoi? Parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont valides, qui n'ont rien à voir avec les personnes âgées d'ici, de l'Occident. Donc qui vont produire plus. Voilà. Donc ça, c'est le sixième besoin. Le septième besoin, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est la base de tout développement. Il n'y a pas de véritable développement sans éducation nationale. Donc ça veut dire quoi? Il suffit de prendre encore quelques logements, quelques bâtiments. On développe l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Imposer un système tel qu'il n'y ait pas plus de 30 élèves par classe. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 150 élèves dans chaque classe et ça s'aille par terre. Si vous avez la chance d'avoir une classe moins chargée, c'est 100 élèves. Ce qui n'est pas normal. Exact. Ça veut dire qu'il y a une démission même des États. Et ça, on le voit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour la tuerie, Non, non, non. Nous avons observé. Nous sommes allés sur le continent. Nous sommes allés un peu partout dans la zone française. C'est la même chose. Donc, c'est ça. Donc, nous disons, avec l'enseignement, avec notre monnaie, on peut payer correctement les enseignants, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou du supérieur. On peut construire autant de lycées qu'on veut. Personne ne doit nous limiter, parce qu'on a l'argent justement. Ceux qui produisent, j'insiste, qui produisent la richesse, parce que la monnaie, l'argent, c'est le carburant qu'on met dans la voiture. C'est ça. Mais ceux qui produisent la richesse, c'est ceux qui vont produire les écoles primaires, supérieures
secondaire et supérieur, ce sont les êtres humains. Qui sont là, ils demandent une seule chose, qu'on les paye. C'est ça. Bien. Après l'éducation, on a le 8e besoin pour nous, nous appelons ça la sécurité. C'est-à-dire l'armée. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde est de plus en plus incertain. L'insécurité permanente. Donc, il faut favoriser non seulement la production de ces biens, tout ça, prendre une bonne partie, aller acheter les armes, en attendant que nous arrivions à produire nous-mêmes. J'allais dire, pourquoi ne pas produire nos propres armes? J'ai dit en attendant, parce que nous ne sommes pas dans un monde théorique. Nous sommes dans la réalité. Dans la réalité d'aujourd'hui, un pays qui n'est pas capable de se protéger, eh bien, il est vassalisé. On a vu ce qui se passe dans les pays comme le Mali, en Côte d'Ivoire et peu partout. Donc, prendre une partie des recettes d'exportation, importer les armes en attendant que les Africains fabriquent eux-mêmes leurs propres armes. Et protéger puissamment le pays. Les pays du Maghreb, on le voit. Si vous avez la possibilité de vous protéger, on ne viendra pas vous imposer. Et on ne viendra pas vous imposer un président de la République. Voilà. Parce que quand on parle de triangle de souveraineté, c'est ça, 3 points. La monnaie, donc l'argent du pays, la défense nationale, c'est ça que j'appelle la sécurité. Et enfin, les droits positifs. C'est ça. Votre constitution pourrait être respectée par vous-même et surtout par ceux qui vont venir de l'extérieur. Bien. Maintenant que nous avons égrené ces 8 besoins, eh bien, le 9e besoin pour nous, ça fait partie de ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde moderne. Aujourd'hui, tout est là. Nous n'allons pas nous mettre à la marge. Donc, les nouvelles technologies de l'information. Ensuite, le 10e besoin, je ne vais pas détailler tout ça. Dans le 10e besoin, nous disons ce qu'on appelle la recherche et le développement. La recherche et le développement, ce sont les inventions des Africains qui peuvent sauver les Africains. Ce ne sont pas les cerveaux qui manquent, ce ne sont pas les recherches qui manquent. Il faut simplement financer ces recherches-là. Voilà, pour que ces gens-là puissent effectivement faire ce qu'ils peuvent faire pour mettre en mouvement leur génie. Ensuite, au niveau des besoins, nous pensons qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le divertissement. Le loisir. Le divertissement, c'est-à-dire que dans le divertissement, il y a la culture, il y a le tourisme. Oui, il y a la culture, les plaisirs, tout ça. Qui aime le plus danser au monde? Les Africains. Les Africains. On a des Africains qui quittent, ils disent, oui, je m'avais en France, je m'avais en Angleterre, je m'avais me reposer. Je m'avais à la Côte d'Azur, il arrive là, à la côte, tout est pollué. C'est quand même ridicule. Enfin, il y a tous ces besoins que nous pouvons financer sans avoir besoin de qui que ce soit. Donc, si vous voulez, on va peut-être dire rapidement un mot sur la transformation. Parce que c'est ça. Vous savez, quand vous avez votre argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que c'est tout ça, tout ce que nous disons, ce sont des milliers, sinon pas des millions d'emplois qui touchent directement les individus. Les individus africains. Voilà. Donc, si vous voulez, on va dire un mot rapide sur la transformation. Transformer une matière première en produit fini, c'est créer de la richesse. Je m'explique. Lorsque vous êtes ici en Europe, je prends toujours le même exemple, mais si vous voulez, on pourra tout changer. Hein? Là, si c'est un exemple qui peut permettre de comprendre, on va garder le même exemple. Si vous prenez par exemple
une tasse de café. La tasse de café coûte à moins 2 euros en France. Nous avons fait les études. Nous avons eu la curiosité de demander au barman combien de grammes vous mettez dans la tasse de café. Il a dit en moyenne, c'est 8 grammes. Mais on va arrondir, ça fait 10 grammes. 10 grammes. Ça veut dire 1 kilo qui vaut 1000 grammes, divisé par 10 grammes, ça fait 100 tasses. 100 tasses de café. 100 tasses de café, multiplié par 2 euros, il ça fait récolte 200 euros. 200 euros. Or, on a mis en place ce qu'on appelle la division internationale du travail qui fait des pays africains producteurs et exportateurs de matières premières brutes, non transformées localement, et des pays occidentaux transformateurs de ces matières premières en produits finis. Donc, le couple Nord-Sud a donné naissance à 200 euros. Le paysan touche, dans le meilleur des cas, 300 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 45 centimes. Et on ajoute 200 francs CFA au titre de l'impôt qu'on appelle le droit unique de sortie, le DUS. Donc l'occidental, pour ne pas dire l'européen, dans ce cas précis, paye 300 plus 200 égale 500 francs CFA, qui est l'équivalent de 0,76 euros. 0,76 euros. Donc, moins d'1 euro. On va arrondir par communauté à 1 euro. 1 euro. Donc le couple Nord-Sud a généré 200 euros et on donne aux Africains 1 euro. 1 euro. Ça veut dire, objectivement, le paysan qui reçoit 45 centimes, même le pays même qui reçoit 1 euro, ne peut pas consommer lui-même son propre produit fini. Parce que ça coûte trop cher pour le. C'est ce qu'on appelle un système excluant. Ce qui est valable pour l'euro, le café, c'est valable pour tous les autres produits. Je prends par exemple la noix de cajou ou bien la nacade. J'ai fait exprès pour demander dans le supermarché ici. Eh bien, la noix de cajou, simplement décortiquée, grillée, le kilo c'est 31 euros. Or, on achète ça aux paysans ivoiriens du Nord à 200 francs CFA, c'est-à-dire à 0,3 euros. 3 centimes. 3 centimes d'euros. Oui. Donc, si vous enlevez 31 moins 3 centimes, eh bien, vous voyez bien que l'occidental gagne 30,97 euros. Oui, c'est ça. Donc, le paysan, il donne quoi? Il donne d'abord sa terre. Il donne sa force de travail. Il donne la force de travail de ses enfants. Il donne la force de travail de sa femme, sinon de ses femmes. Parce que souvent, ils sont polygames. Et tout ça pour avoir cette misère. Ça veut dire, objectivement, ce système ne permet pas aux pays africains de sortir de la pauvreté. C'est ce qu'on appelle un système excluant. Donc la question, c'est de dire, mais pourquoi ces pays africains se contentent d'1 euro? Eh bien, remarquons très bien, il suffit de voir un peu la décomposition. Quand l'Européen vient avec son bateau pour prendre le café cacao, c'est avec un navire. Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Quand il repart avec le café, eh bien, il faut qu'il assure contre les pirates de mer qui travaillent dans ces compagnies d'assurance. Ce sont les Européens. Il arrive en France ou bien à Londres, peu importe. Il faut décharger, etc. Je saute les étapes. Il arrive dans l'usine où on met le café cacao, qui sort sous forme de poudre, qui travaille dans ces compagnies, dans ces usines. Ce sont les Européens. Les Européens toujours. Et quand ça sort de la machine, il faut emballer, mettre dans les sachets, dans les bouteilles. Ces compagnies, sinon ces sociétés d'emballage, ce sont les Européens. Tout ça sont des milliers d'emplois. Qui devraient être en Afrique. Jusqu'à ça arrive dans le supermarché. Qui travaille dans ce supermarché, c'est encore les Européens. Et c'est de là que le barman vient acheter. C'est là qu'il vient acheter le café et il va alimenter son bar.
où le dernier consommateur vient consommer pour payer les 200 euros. Donc nous disons ceci, s'il appartient aux Africains, et aux Africains seuls, de dire, c'est la machine qui est implantée, par exemple en Occident, précisément en France, eh bien cette même machine, je l'importe non pas forcément de France, mais je peux l'importer d'Australie, des États-Unis, de la Chine, etc. Et on l'implante en Afrique, précisément par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple. La machine, elle est neutre, elle fait exactement le même travail, peu importe où elle se trouve. Et on va l'emballer et on va l'exporter. Exact. Sur les 200 euros, puisqu'on aura donné la terre, la force de travail, on aura tout fait. Sur les 200 euros, on peut quand même vendre à 50 euros. Si on vend à 50 euros, comme le paysan malheureusement est toujours mal payé, sur les 50 euros, on prend 10 euros, on donne au paysan. C'est déjà beaucoup mieux que 45 centimes. Et puis le reste, c'est pris par l'État et tous les organismes. 10 euros, ça fait 655 francs CFA. Non, 6500 francs. Voilà. Du coup, le paysan sort de la pauvreté immédiatement. Je n'ai même pas à attendre. En un mot, pour qu'il y ait un changement radical, ça suppose que, non seulement les Africains comprennent, mais les fils des paysans comprennent la situation. Parce que là, le concept est assis sur le fait que hier, on menait la violence qu'on appelle l'esclavage. Hier, on menait la violence qu'on appelle la colonisation contre les Noirs. Aujourd'hui, nous ne faisons plus ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que, ça ce sont les Français, les Blancs qui parlent, que le rendement de quelqu'un qui travaille en semi-liberté est plus élevé que celui qui travaille sous la chicote. Ouais. Donc, il faut le livrer en Afrique. On le mettait en Afrique, mais il va nous donner exactement le même résultat. Même le résultat sera meilleur. Parce qu'il aura l'impression d'être un homme libre. Voilà. Or, si on fait la transformation des matières premières en produits finis, eh bien, les Africains vont consommer au même titre que les Occidentaux, au même titre que toutes les autres personnes du monde, ils vont consommer les produits finis. Je donne un exemple. Si on fait les tablettes de chocolat en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial du cacao, eh bien, les Africains peuvent consommer les tablettes de chocolat au même titre. Et c'est le vaste marché. Donc l'Afrique va même plus dépendre même de l'extérieur. L'Afrique va commercer avec elle-même. Et c'est comme ça que les Africains peuvent sortir de la pauvreté. Parce que la clé de voûte du développement, c'est l'industrialisation, c'est la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraires et énergie, en produits finis, qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées écrasent la pauvreté. C'est ça. Les autres pays qui ont leur monnaie, comme le Zaïre, etc., qui ne sont pas développés, c'est parce qu'ils n'appliquent pas cette deuxième solution qui est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation. Un pays comme le Niger, qui est le dernier au monde, est le premier pays qui fournit de l'uranium à la France. Mais si vous allez au Niger, c'est la misère totale. Parce que les Français viennent, ils prennent l'uranium. Et ils vont marquer des plus sur le compte. Et puis, cela dit que même, ils ont acheté même les gisements miniers. Oui. Sans avoir payé un centime. Donc, le problème, la colonisation dans laquelle nous sommes, c'est de dire, il faut dès maintenant prendre conscience du fait que nous ne pouvons pas combattre avec efficacité la pauvreté dans ce système. Donc, il faut, éradiquer le franc CFA, en lieu et place, mettre une monnaie typiquement africaine. Ça, c'est la première solution. D'accord. Deuxième solution, c'est la constitutionnalisation de la transformation locale de toutes les matières premières en Afrique. Alors, vous voulez dire qu'il n'y ait plus d'exportation de matières premières, mais que l'on puisse transformer tout ce qui se produit sur le sol africain. Enfin, tout ce qui sort du sol africain puisse être transformé sur le sol africain. Ça doit être transformé en produit fini. Au sol africain, on exporte le produit fini. Voilà.
Si on fait ces deux solutions, le visage de l'Afrique va changer complètement. Alors, on va essayer d'expliquer la première solution. La première solution, on bat la monnaie locale. C'est-à-dire, dans ce cas précis, il y a 15 pays d'Afrique qui sont unis autour d'une monnaie coloniale qui leur est nuisible, qui leur est étrangère et étrange. Une fois on a pris conscience de ça, on liquide ça. La question, c'est de dire comment on peut liquider. Cette monnaie, justement, qui est pour ancrée liquider dans cette monnaie, on ne peut pas compter sur les chefs d'État africains parce qu'eux tous ils sont enchaînés. Ils sont liés, ligotés. Donc, ce sont tous les Africains de cette partie du monde. Les utilisateurs... C'est-à-dire tous les Africains, je dis bien tous les Africains de la zone franc CFA, c'est leur éveil de conscience. C'est ça qui va faire que on va changer cette monnaie. Parce que si vous attendez les chefs d'État, un chef d'État, en principe, il est élu pour 5 ans, 10 ans, etc. Et même s'il doit être là, même à vie, lui n'a aucun intérêt à affronter la France. Sinon, la France va le dégommer. C'est la population qui, comme un seul homme, doit se lever. Ça veut dire qu'un Africain, qu'il soit sur le continent ou en dehors du continent, et surtout ceux qui sont en dehors du continent, c'est à eux de diffuser l'information. Pour dire le mal dont nous souffrons, c'est d'abord l'absence de monnaie. Pourquoi? Parce que la monnaie en soi-même n'est pas une fin en soi. Mais pour mieux comprendre, lorsque vous avez une nouvelle voiture neuve, toutes les pièces sont au grand complet. Mais si vous n'y mettez pas le carburant, la voiture ne marchera pas. Si c'est une voiture électrique, si vous n'y mettez pas l'électricité, la voiture ne marche pas non plus. Donc, il s'agit simplement de comprendre que c'est la monnaie qui est ce qu'on pourrait appeler le carburant. Et c'est ce que, comme on met le carburant dans une voiture qui marche, c'est comme ça, en ayant notre monnaie, nous pouvons faire travailler les Africains. Et c'est leur travail qui va créer des biens et des services qui constituent la richesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre monnaie? Nous disons, tout comme quand on construit un immeuble, on ne commence pas par le toit. Si on construit une maison, on ne commence pas par le toit. Il y a la fondation. Exact. Donc, il y a ce que nous appelons la satisfaction des besoins primaires. Et ces besoins primaires, nous pensons qu'il y en a 13. 13 besoins primaires. D'accord. À savoir, 1, la nourriture. Quand nous disons la nourriture, ça veut dire qu'il faut des industries alimentaires. Il faut asseoir les industries alimentaires. Et quand on dit manger, ce n'est pas seulement les céréales, mais tout ce qui est dans la sauce. Donc que ce soit la viande, que ce soit le poisson, tout ce qui rentre dans la nourriture, on le fait à l'échelle industrielle. Tout ça, ce sont des sources d'argent. Il est totalement inadmissible qu'un continent richissime comme l'Afrique, les Africains puissent mourir de faim. Et ça ne dérange pas nos chefs d'État africains. C'est ça. Quand on voit les Africains qui désertent l'Afrique et qui s'en vont mourir dans les océans, qu'est-ce qu'ils sont en train de chercher? La nourriture. Juste pour la satisfaction des besoins primaires. Or, tout est en Afrique. Il suffit simplement de payer un Africain qui travaille. Mais avec le franc CFA, ce n'est pas possible. Donc, il faut financer la nourriture, c'est-à-dire les besoins, qu'on appelle lever les industries alimentaires, pour qu'on puisse acquérir ce qu'on appelle la sécurité alimentaire, c'est-à-dire être capable de manger, quand on veut, d'abord, ce qu'on veut, quand on veut, en quantité et en qualité. C'est ça la sécurité alimentaire. Donc, financer l'industrie alimentaire. Deuxièmement, quand vous mangez, vous buvez de l'eau. Donc, il faut de l'eau potable. Or, nous savons très bien qu'il y a une frange très importante de la population africaine qui n'a pas accès à l'eau potable. Ce n'est pas normal.
Or, l'être humain est composé à 70% de l'eau. S'il boit de l'eau non potable, on le tue. Donc, ça fait partie pour nous des besoins primaires. Ensuite, il faut s'habiller. Vous voyez, nous ne cherchons pas des choses compliquées, hein? L'habillement. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous n'allez pas quand même sortir nu. Il faut s'habiller. Or, tout ce qu'il faut pour l'habillement, le coton, ça se trouve en Afrique. Donc, au lieu que des pays comme le Mali, le Burkina, tout ça, aillent vendre les balles de coton, non. On transforme le coton sur place. Il faut des industries de textiles. Ouais. Prendre le coton, sortir les habits. Pour que les Africains, non seulement, parce que le plus vaste marché du monde, c'est l'Afrique, à l'an 2050, non seulement puissent s'habiller correctement, mais habiller le monde entier. Habiller le monde entier. Et ça, si on fait ces industries de textiles, mais ça fait beaucoup de choses. Les gens croient que, mais passer pour avoir l'argent, il y a plusieurs moyens. Donc, il faut l'habillement, les industries de textiles. Le quatrième besoin, c'est l'habitat. Il est totalement inadmissible que dans un continent où il y a de l'espace vital, des gens puissent rester dans les taudis, ils puissent vivre vraiment de façon déshonorante pour l'espèce humaine. Or, qui peut construire les logements? Ce sont les Africains eux-mêmes. Il suffit simplement de les payer. Ce ne sont pas les maçons qui manquent. Tous les corps de métier qui se trouvent dans le bâtiment. Il y en a en Afrique. Tout est là. On dit quand le bâtiment va, tout va. Vous êtes dans un bâtiment, vous voyez ce qui se passe. Vous allez prendre les maçons, ils vont lever les murs, vous allez mettre le toit, je passe sur les détails. Ensuite, les peintres, les électriciens, les carreleurs, toute la main-d'œuvre est disponible en Afrique. Elle demande une seule chose, d'être payée. Et être payé dans la monnaie locale, c'est dans l'argent du pays. Ce n'est pas pour rien que chaque pays a son argent, c'est ce qu'on appelle la monnaie. Chaque pays a sa monnaie, son argent. Parce que ça permet justement, ceux qui dirigent le pays, de faire travailler la population. Et maintenant, dans la maison, là, il faut mettre de l'électricité. C'est ça qui est pour nous le besoin, c'est-à-dire l'énergie. L'énergie renouvelable est précisément l'énergie solaire. Parce que le continent le plus ensoleillé au monde, c'est l'Afrique. Aujourd'hui, l'Allemagne va prendre l'énergie solaire en Afrique. Et les Africains sont là. Ils vivent dans le noir, hein. Il y a des délestages. Oui. Donc ça fait partie pour nous, c'est un élément très important. L'avenir de l'humanité, c'est aujourd'hui l'énergie solaire. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de décision politique, de volonté politique. Ensuite, sixième besoin, c'est la santé. Dieu a créé l'homme tel que sa santé est fragile. Donc, puisque nous allons créer des millions de logements, pour ne pas dire des millions de bâtiments, il suffit de prendre quelques bâtiments et puis faire des centres de soins primaires dans les villages, des dispensaires et des hôpitaux en ville. Et on y affecte tout simplement le personnel soignant, c'est-à-dire les infirmiers, les aides-infirmiers, les médecins, etc. Pour que l'Afrique, les populations africaines soient soignées décemment. Mais mieux, quand on dit la santé, ça suppose que quand le médecin a fini de vous prescrire une ordonnance, il faut aller payer les médicaments. Exact. Quand les médicaments sont produits à l'extérieur, ils coûtent cher. Donc il faut voir, comme font les autres pays comme le Brésil, etc., l'Inde, asseoir les laboratoires pharmaceutiques que certains produits, certains médicaments puissent être produits sur le plan local. Mais sur le plan local, parce que tous les médicaments que nous trouvons en pharmacie, c'est à base de l'herbe. Donc nous ne sommes pas dans cette logique où il faut passer tout son temps à accuser l'autre. Non. Nous disons, voilà un système que l'autre a mis en place pour ses intérêts. C'est nous et nous seulement qui voulons ça, ça ne nous arrange pas. Mais pour que l'Africain puisse dire ça ne nous arrange pas, il faut lui expliquer ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc nous sommes toujours sur la santé. Pour la mise en place de la sécurité sociale, ce n'est pas du mimétisme. Et si on met la sécurité sociale en place, eh bien, la sécurité sociale est rigoureusement gérée en Afrique, serait obligatoirement excédentaire. Pourquoi?
Parce que 70% de la population africaine a moins de 30 ans. Donc ce sont des jeunes qui sont valides, qui n'ont rien à voir avec les personnes âgées d'ici, de l'Occident. Donc qui vont produire plus. Voilà. Donc ça, c'est le 6e besoin. Le 7e besoin, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est la base de tout développement. Il n'y a pas de véritable développement sans éducation nationale. Donc ça veut dire quoi? Il suffit de prendre encore quelques logements, quelques bâtiments. On développe l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Imposer un système tel qu'il n'y ait pas plus de 30 élèves par classe. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 150 élèves dans chaque classe et ça s'aille par terre. Si vous avez la chance d'avoir une classe moins chargée, c'est 100 élèves. Ce qui n'est pas normal. Exact. Ça veut dire qu'il y a une démission même des États. Et ça, on le voit. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour la théorie, Non, non, non. Nous avons observé. Nous sommes allés sur le continent. Nous sommes allés un peu partout dans la zone française. C'est la même chose. Donc, c'est ça. Donc, nous disons, avec l'enseignement, avec notre monnaie, on peut payer correctement les enseignants, qu'ils soient du primaire, du secondaire ou du supérieur. On peut construire autant de lycées qu'on veut. Personne ne doit nous limiter, parce qu'on a l'argent justement. Ceux qui produisent, j'insiste, qui produisent la richesse, parce que la monnaie, l'argent, c'est le carburant qu'on met dans la voiture. C'est ça. Mais ceux qui produisent la richesse, c'est ceux qui vont produire les écoles primaires, supérieures, secondaires et supérieures, ce sont les êtres humains. Qui sont là, ils demandent une seule chose, qu'on les paye. C'est ça. Bien. Après l'éducation, on a le 8e besoin pour nous, nous appelons ça la sécurité. C'est-à-dire l'armée. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde est de plus en plus incertain. L'insécurité permanente. Donc, il faut favoriser non seulement la production de ces biens, tout ça, prendre une bonne partie, aller acheter les armes, en attendant que nous arrivions à produire nous-mêmes. J'allais dire, pourquoi ne pas produire nos propres armes? J'ai dit en attendant, parce que nous ne sommes pas dans un monde théorique. Nous sommes dans la réalité. Dans la réalité d'aujourd'hui, un pays qui n'est pas capable de se protéger, eh bien, il est vassalisé. On a vu ce qui se passe dans les pays comme le Mali, en Côte d'Ivoire et peu partout. Donc, prendre une partie des recettes d'exportation, importer les armes en attendant que les Africains fabriquent eux-mêmes leurs propres armes. Et protéger puissamment le pays. Les pays du Maghreb, on le voit. Si vous avez la possibilité de vous protéger, on ne viendra pas vous imposer un président de la République. Voilà. Parce que quand on parle de triangle de souveraineté, c'est ça, 3 points. La monnaie, donc l'argent du pays, la défense nationale, c'est ça que j'appelle la sécurité, et enfin les droits positifs. C'est ça. Votre constitution pourrait être respectée par vous-même et surtout par ceux qui vont venir de l'extérieur. Bien. Maintenant que nous avons égrené ces 8 besoins, eh bien, le 9e besoin pour nous, ça fait partie de ce qu'on appelle les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans un monde moderne. Aujourd'hui, tout est là. Nous n'allons pas nous mettre à la marge. Donc, les nouvelles technologies de l'information. Ensuite, le 10e besoin, je ne vais pas détailler tout ça. Dans le 10e besoin, nous disons ce qu'on appelle la recherche et le développement. La recherche et le développement. Ce sont les inventions des Africains qui peuvent sauver les Africains. Ce ne sont pas les cerveaux qui manquent, ce ne sont pas les recherches qui manquent. Il faut simplement financer ces recherches-là. Voilà, pour que ces gens-là puissent effectivement faire ce qu'ils peuvent faire pour mettre en mouvement leur génie. Ensuite, au niveau des besoins,
Nous pensons qu'il y a ce qu'on pourrait appeler le diversifiement, c'est-à-dire que dans le diversifiement, il y a la culture, il y a le tourisme. Oui, il y a la culture, les plaisirs, tout ça. Qui aime le plus danser au monde? Les Africains. Les Africains. On a des Africains qui quittent, ils disent, oui, je m'avais en France, je m'avais en Angleterre, je m'avais me reposer, je m'avais à la Côte d'Azur, il arrive là, la côte, et tout est pollué. C'est quand même ridicule. Enfin, il y a tous ces besoins que nous pouvons financer sans avoir besoin de qui que ce soit. Je vais dire rapidement un mot sur la transformation. Parce que c'est ça. Vous savez, quand vous avez votre argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Parce que c'est tout ça, tout ce que nous disons, ce sont des milliers, sinon pas des millions d'emplois qui touchent directement les individus. Les individus africains. Voilà. Donc, si vous voulez, on va dire un mot rapide sur la transformation. Transformer une matière première en produit fini, c'est créer de la richesse. Je m'explique. Lorsque vous qui êtes ici en Europe, je prends toujours le même exemple, mais si vous voulez, on pourra tout changer. Hein. Bah, si c'est un exemple qui peut permettre de comprendre, on va garder le même exemple. Si vous prenez par exemple une tasse de café, la tasse de café coûte en moyenne 2 euros en France. Nous avons fait les études. Nous avons eu la curiosité de demander au barman combien de grammes vous mettez dans la tasse de café. Il a dit en moyenne, c'est 8 grammes. Mais on va arrondir, ça fait 10 grammes. 10 grammes. Ça veut dire 1 kilo qui vaut 1000 grammes, divisé par 10 grammes, ça fait 100 tasses. De café. 100 tasses de café, multiplié par 2 euros, il récolte 200 euros. Or, on a mis en place ce qu'on appelle la division internationale du travail qui fait des pays africains producteurs et exportateurs des matières premières brutes, non transformées localement, et des pays occidentaux transformateurs de ces matières premières en produits finis. Donc, le couple Nord-Sud a donné naissance à 200 euros. Le paysan touche, dans le meilleur des cas, 300 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 45 centimes. Et on ajoute 200 francs CFA au titre de l'impôt qu'on appelle le droit unique de sortie, le DUS. Donc l'occidental, pour ne pas dire l'européen, dans ce cas précis, paye 300 plus 200 égale 500 francs CFA, qui est l'équivalent de 0,76 euros. 0,76 euros. Donc moins d'un euro. On va arrondir par communauté à 1 euro. 1 euro. Donc le couple Nord-Sud a généré 200 euros et on donne aux Africains 1 euro. 1 euro. Ça veut dire, objectivement, le paysan qui reçoit 45 centimes, même le pays même qui reçoit 1 euro, ne peut pas consommer lui-même son propre produit fini. Parce que ça coûte trop cher pour le. C'est ce qu'on appelle un système excluant. Ce qui est valable pour l'euro, le café, c'est valable pour tous les autres produits. Je prends par exemple la noix de cajou ou bien la nacade. J'ai fait exprès pour demander dans le supermarché ici. Eh bien, la noix de cajou, simplement décortiquée, grillée, le kilo c'est 31 euros. Or, on achète ça aux paysans ivoiriens du Nord à 200 francs CFA, c'est-à-dire 3 centimes. 3 centimes d'euros. Oui. Donc, si vous enlevez 31 moins 3 centimes, eh bien, vous voyez bien que l'occidental gagne 30,97 euros. Oui, c'est ça. Donc, le paysan, il donne quoi? Il donne d'abord sa terre. Il donne sa force de travail. Il donne la force de travail de ses enfants. Il donne la force de travail de sa femme, sinon de ses femmes, parce que souvent ils sont polygames. Et tout ça
pour avoir cette misère. Ça veut dire, objectivement, ce système ne permet pas aux pays africains de sortir de la pauvreté. C'est ce qu'on appelle un système excluant. Donc la question, c'est de dire, mais pourquoi ces pays africains se contentent d'un euro? Eh bien, remarquons très bien, il suffit de voir un peu la décomposition. Quand l'Européen vient avec son bateau pour prendre le café cacao, c'est avec un navire. Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Quand il repart avec le café, eh bien, il faut qu'il assure contre les pirates de mer qui travaillent dans ces compagnies d'assurance. Ce sont les Européens. Il arrive en France ou bien à Londres, peu importe. Il faut décharger, etc. Je saute les étapes. Il arrive dans l'usine où on met le café cacao, qui sort sous forme de poudre, qui travaille dans ces compagnies, dans ces usines. Ce sont les Européens. Les Européens toujours. Et quand ça sort de la machine, il faut emballer, mettre dans les sachets, dans les bouteilles. Ces compagnies, sinon ces sociétés d'emballage, ce sont les Européens. Tout ça sont des milliers d'emplois. Qui devraient être en Afrique. Jusqu'à ça arrive dans le supermarché. Qui travaille dans ce supermarché, c'est encore les Européens. Et c'est de là que le barman vient acheter. C'est là qu'il vient acheter le café et il va alimenter son bar. Où le dernier consommateur vient consommer pour payer les 200 euros. Donc nous disons ceci, s'il appartient aux Africains, et aux Africains seuls, de dire, c'est la machine qui est implantée, par exemple en Occident, précisément en France, eh bien cette même machine, je l'importe non pas forcément de France, mais je peux l'importer d'Australie, des États-Unis, de la Chine, etc. Et on l'implante en Afrique, précisément par exemple en Côte d'Ivoire, par exemple. La machine, elle est neutre. Elle fait exactement le même travail. Peu importe où elle se trouve. Et on va l'emballer. Et on va l'exporter. Exact. Sur les 200 euros, puisqu'on aura donné la terre, la force de travail, on aura tout fait. Sur les 200 euros, on peut quand même vendre à 50 euros. Si on vend à 50 euros, comme le paysan malheureusement est toujours mal payé, sur les 50 euros, on prend 10 euros, on donne au paysan. C'est déjà beaucoup mieux que 45 centimes. Et puis le reste, c'est pris par l'État et tous les organismes. 10 euros, ça fait 655 francs CFA. Non, 6500 francs. Voilà. Du coup, le paysan sort de la pauvreté immédiatement. Ce n'est même pas à attendre. En un mot, pour qu'il y ait un changement radical, ça suppose que, non seulement les Africains comprennent, mais les fils des paysans comprennent la situation. Parce que là, le concept est assis sur le fait que hier, on menait la violence qu'on appelle l'esclavage. Hier, on menait la violence qu'on appelle la colonisation contre les Noirs. Aujourd'hui, nous ne faisons plus ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que, ça ce sont les Français, les Blancs qui parlent, que le rendement de quelqu'un qui travaille en semi-liberté est plus élevé que celui qui travaille sous la chicotte. Ouais. Donc, il faut le livrer en Afrique. On le mettait en Afrique, mais il va nous donner exactement le même résultat. Même le résultat sera meilleur. Parce qu'il aura l'impression d'être un homme libre. Voilà. Or, si on fait la transformation des matières premières en produits finis, eh bien, les Africains vont consommer au même titre que les Occidentaux, au même titre que toutes les autres personnes du monde, ils vont consommer les produits finis. Je donne un exemple. Si on fait les tablettes de chocolat, en Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur mondial du cacao, eh bien, les Africains peuvent consommer les tablettes de chocolat au même titre. Et c'est le vaste marché. Donc, l'Afrique va même plus dépendre même de l'extérieur. L'Afrique va commercer avec elle-même. Et c'est comme ça que les Africains peuvent sortir de la pauvreté. Parce que la clé de voûte du développement, c'est l'industrialisation, c'est la transformation locale de toutes les matières premières, agricoles, minières, minéraires et énergie, en produits finis, qui génèrent des richesses qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles valeurs ajoutées écrasent la pauvreté. C'est ça
les autres pays qui ont leur monnaie, comme le Zaïre, etc., qui ne sont pas développés, c'est parce qu'ils n'appliquent pas cette deuxième solution qui est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation. Un pays comme le Niger, qui est le dernier au monde, est le premier pays qui fournit de l'uranium à la France. Mais si vous allez au Niger, c'est la misère totale. Parce que les Français viennent, ils prennent l'uranium. Et ils vont marquer des plus voilà, sur le compte. Et puis, cela dit que même, ils ont acheté même les gisements miniers. Oui. Sans avoir payé un centime. Donc, le problème, la colonisation dans laquelle nous sommes, c'est de dire, il faut dès maintenant prendre conscience du fait que nous ne pouvons pas combattre avec efficacité la pauvreté dans ce système. Donc, il faut, éradiquer le franc CFA en lieu et place, mettre une monnaie typiquement africaine. Deuxièmement, industrialiser le pays, c'est-à-dire transformer les matières premières en produits finis. Vendre les matières premières, c'est s'appauvrir. C'est ça. Alors la question, c'est de dire comment on crée une monnaie. On peut se poser la question, comment on crée une monnaie, surtout une monnaie nationale. Nous nous disons de façon froide, pour créer une monnaie, surtout nationale, il faut 3 jours. Premier jour, le gouvernement prend la décision de dire, je vais battre ma monnaie. Cette décision, elle est inscrite dans un document qu'on appelle un projet de loi. Ça, c'est lundi. Le deuxième jour, ce projet de loi est déposé au bureau de l'Assemblée nationale pour dire, vous, peuple, parce que ceux à qui appartient la monnaie, ce sont les peuples. Ces peuples-là, compte tenu du taux d'analphabétisme, le peuple est représenté au bureau de l'Assemblée nationale. Donc on demande aux parlementaires, représentants du peuple, est-ce que vous voulez la monnaie du pays? Eh bien, tout naturellement, le peuple va dire oui. L'intérêt du peuple, ils doivent dire oui. Donc, on dit le projet de loi est adopté. Ça, c'est mardi. Le mercredi, eh bien, on appuie simplement sur la machine qui sort les billets des banques. La monnaie nationale est créée. C'est aussi simple que ça. Parce que c'est la machine, on appuie dessus, les billets des banques sortent. Et on gère avec rationalité la monnaie. Et qui gère la monnaie? C'est ce qu'on appelle. La monnaie va dormir dans la maison qu'on appelle la banque centrale. C'est la banque centrale qui est dirigée par celui qu'on appelle le gouverneur. Et pour gérer ça, une monnaie, on n'a pas besoin d'être forcément un économiste. C'est-à-dire, c'est une question de bon sens. Je prends un cas, vous allez d'une ville A à une ville B, où il n'y a pas de station d'essence sur la route. On vous dit, la jauge d'essence, il faut 60 litres. Si au lieu de faire 60 litres, vous mettez par exemple 40 litres, eh bien, si vous partez de A pour aller à B, vous allez tomber en panne d'essence. Bien, deuxième hypothèse, au lieu de mettre 60 litres, vous mettez 150 litres. Eh bien, une fois on a atteint 60 litres, tout le reste, ça se verse. C'est ce qu'on appelle l'inflation d'origine monétaire. C'est une question de bon sens. Pierre Bérégovoy était un ajusteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle un mécanicien. Enfin, il n'était pas un économiste, mais il a géré l'économie de la France. Il a été ministre de l'économie et des finances avant d'être Premier ministre. C'est une question de logique, de bon sens. Donc, pour me résumer, pour conclure, les Africains doivent retenir une chose, et une seule, que le salut repose sur eux. Ce n'est pas la peine de chercher à quémander. Non, non, non. Battre la monnaie, industrialiser le pays, ça va transformer sur place toutes les matières premières. Et c'est comme ça l'Afrique peut sortir du sous-développement. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Agboou. C'est vraiment un cours, plus qu'un cours d'économie que nous venons d'écouter avec le professeur Agboou, qui est l'auteur de ce livre, de ce magnifique ouvrage que je recommande à tout Africain qui a du bon sens, Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à lire. Et en écoutant le professeur, on se rend bien compte que nous avons besoin de prendre du temps de recul, de nous arrêter d'abord et d'écouter et de réfléchir. Où allons-nous? Voici la monnaie de la zone franc CFA, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Cette monnaie, comme vient de le dire le professeur, c'est une monnaie
qui ne sert pas les intérêts des Africains. Est-ce que les Africains vont continuer à utiliser une monnaie qui leur est nocive, une monnaie qui les génocide, une monnaie qui les tue? À nous de réfléchir, à chaque Africain de réfléchir. Et nous remercions infiniment le professeur pour son brillant exposé et pour cette leçon qui va être historique, parce que je pense que les générations, tous les Africains de toutes générations vont regarder. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'est à moi de vous dire merci, puisque vous allez donner encore plus d'informations à ceux qui étaient en état de sous-information. Merci. Et pour cet ouvrage, pour ceux qui voudraient commander cet ouvrage, ils peuvent chercher dans les librairies sur Internet, ou sinon aller sur notre site, il sera exposé. Donc c'est www.zedodo.co.uk. Donc c'est zedodo, D-Z-E-D-O-D-O.co.uk. Donc ce livre sera disponible sur le site de Zedodo. Voilà, pour votre information, pour notre information. Voilà, encore une fois, merci et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tous Azimuts. Je remercie infiniment notre éternel caméraman, monsieur Léopold Hanneman, qui est toujours fidèle à son poste pour faire de magnifiques images qui nous instruisent. Merci et à très bientôt. Merci. Pouvait se donner là.